si on ne compte que les adultes. Et ça fait quand même beaucoup de monde et beaucoup de personnes sur lesquelles on peut s'appuyer, qui ont souvent localement une connaissance non seulement de la langue, mais de la culture, justement, c'est notre thème d'aujourd'hui, des administrations, des rouages des pays dans lesquels ils se trouvent. Et donc, nous avons souhaité réfléchir autour de différentes thématiques. Nous avons évoqué la recherche, nous avons évoqué la mer, nous avons évoqué le sport, notamment pour n'en citer que quelques-uns. Et là, aujourd'hui, voici un nouveau séminaire, webinaire, une conférence débat autour de la culture. La culture, c'est quand même sans doute l'une des toutes premières thématiques autour de laquelle la France a développé sa diplomatie, en remontant sans doute à la nuit des temps de la diplomatie française. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Comment avons-nous avancé? Et c'est à ça que nous voulions réfléchir. Et qu'est-ce qu'on peut peut-être faire ou différemment ou autrement ou compléter? Je vais donner deux exemples qui m'ont beaucoup frappé, deux anecdotes. La première, c'est que ce week-end, j'écoutais une émission de France Inter sur la musique rock et il était évoqué le chanteur du groupe Les Doors, Jim Morrison. Quand je vois que Jim Morrison a souhaité partir en France parce qu'il était avant tout poète et qu'il était fasciné par la poésie française, je me dis que là on a réussi quelque chose pour un petit gars, fils de militaire, né au fin fond de la Floride, qui savait qui était Baudelaire, Rimbaud et d'autres grands poètes dont il a voulu s'inspirer pour finir sa vie en France, hélas dans des conditions dramatiques. C'est donc qu'on avait quelque part réussi quelque chose. Quand je vois par ailleurs sur une thématique tout à fait différente qu'à Kyoto, certes qui était une capitale du Japon, enfin qui n'en reste pas moins une grande ville du Japon, mais qui n'est plus sa capitale, dans laquelle une Française a réussi à monter un festival totalement inspiré du festival de la photographie d'Arles, et qui a un succès incroyable et qui a dépassé en taille le festival d'Arles, je me dis que là aussi, la culture française a des atouts et a des savoir-faire indéniables. Donc, cette thématique me paraît extrêmement intéressante, prometteuse, et je vais donc vous passer la parole, Céline, pour animer ce séminaire, et je vous remercie infiniment encore de votre participation à tous. Merci beaucoup, merci Anne. Bonjour à tous. Nous avons de formidables invités, donc je ne vais pas, moi, garder la parole très longtemps, je vais plutôt la leur passer rapidement. Simplement pour vous donner peut-être le cadre du débat dans lequel on s'inscrit et qu'on puisse ensuite en parler. Anne vient de le présenter, mais je vous livre aussi le fruit des échanges précédents que j'ai eus avec l'ensemble des invités. On est donc là pour parler d'un angle par lequel on évoque souvent l'influence d'un pays, la culture. Vous avez cité de nombreux exemples. Nous sommes nombreux à avoir entendu des charmants « je connais Victor Hugo » quand on part en voyage et qu'on s'annonce comme français. On connaît les cadeaux d'art précieux et les expositions universelles. On se souvient du voyage de Malraux aux États-Unis au milieu du XXe siècle avec la Joconde. On connaît les artistes, vous en avez cité, qui sont venus en France. On peut parler d'auteurs étrangers, de langues étrangères qui se sont mis à choisir le français et à écrire en français. On vante aujourd'hui, peut-être plus tôt, c'est ce qui m'a frappé pour les années plus récentes, l'apprentissage de l'anglais en regardant des séries anglaises. Et au fond, on s'est dit qu'il serait intéressant de se demander qu'en est-il vraiment de l'influence à travers la culture, première question. Et deuxième question, qu'en est-il vraiment de l'influence française appuyée sur ce pilier qu'est la culture? Alors, trois petits points de regard sur la culture. D'abord, la culture est un lien, évidemment, une manière d'appréhender le monde par l'art et la création, bien sûr, mais également par la manière dont on aborde la culture, par la place qu'on lui donne, ou, selon les pays, certains pourront nous en parler, par la place qu'on lui laisse. Elle raconte bien sûr l'âme d'un pays, elle raconte aussi le positionnement qu'on peut avoir dans des échanges, et on connaît de nombreux arts qui gardent la trace d'influences multiples dans leur création même. Donc on a la culture comme liant et comme influence de créativité à part entière. La culture, c'est également une industrie. Il y a quelques années, certains se souviennent d'un rapport qui avait fait un peu de bruit et qui mesurait la part économique de la culture à 3,7% du PIB français. On parlait à l'époque de 670 000 emplois et l'un des plus gros exports de la France, culturelle de la France concerne le jeu vidéo, c'est-à-dire l'une des industries culturelles par excellence. La culture liant, la culture industrie. En France, la culture, c'est également une marque de l'État. L'État qui donne
de différentes façons plus de 10 milliards d'euros en subventions, qui crée, gère, administre, fait naître, suit de très nombreux établissements publics et un réseau culturel français à l'étranger que vous êtes nombreux ici à connaître bien mieux que moi. S'interroger sur l'influence à travers la culture, après l'avoir fait, je crois que vous l'avez fait beaucoup à travers la technologie, la science, enfin, il y a plein de manières au fond de parler d'influence. Je me suis dit qu'au fond, c'était une manière d'aborder toutes ces questions sous l'angle des paradoxes. On a la liberté de création et en même temps, on parle d'influence. On a l'art, donc l'expression la plus intime, et puis on parle de marque. On a des savoir-faire français, et puis on a l'attention à la culture de l'autre, puisqu'on a dit que c'était du lien. On a la promotion culturelle versus l'influence. Donc, on a toute une série de paradoxes, et au fond, c'est à travers toutes ces questions que nous avons là cinq intervenants qui, avec leurs expériences propres de la culture, vont pouvoir nous en parler. Je n'ose vous présenter, vous le connaissez tous, Pierre Buller, qui a donc une longue carrière diplomatique dans les pays plutôt de l'Est dans les années 80, bien loin de la culture, je crois, à cette époque, puis un certain nombre de postes autour du désarmement, puis des universités. Et je dirais depuis 2006, avec différentes fonctions, mais dans des établissements publics de coopération, avec la création de France Expertise Internationale, et puis un peu plus tard, la présidence de l'Institut français. Je reste dans le public avec Agnès Salle, grande serviteur de l'État, avec de nombreux postes opérationnels sur le terrain dans des établissements culturels. Je pense évidemment au Centre Pompidou. Nous nous sommes rencontrés il y a de cela longtemps, à la BNF, à l'INA. Et puis désormais, Agnès, tu cumules deux fonctions, au fond, celle de haute fonctionnaire à l'égalité entre les femmes et les hommes et de chef de mission d'expertise culturelle et internationale que tu diriges et que tu as créée. Paul Alezra, nous sortons du public, directeur et fondateur d'Avesta Group. Vous avez depuis très longtemps, depuis 1993 je crois, œuvré dans le conseil pour tous les sujets liés à la culture et plus largement au loisir. Vous avez fondé cette entreprise française tout en la dirigeant pendant de longues années de très loin et notamment des États-Unis, tout en continuant à affirmer que c'est une entreprise française et totalement tournée vers l'international. Avesta s'occupe de conception, de design de projets à sensibilité culturelle et de gestion d'équipements. Vous m'avez cité, quand nous en avons parlé, le musée Pouchkine, le musée du Kremlin, le centre, j'espère ne pas écorcher le nom, Haïdar Aliyev à Bakou, et de façon plus large en Ouzbékistan, en Arabie Saoudite, en Égypte, en Italie, au Canada, dans donc de nombreux pays. Juliette Donadieu, qui est ici. Merci, je sais que vous êtes dans une journée un peu tendue. Merci mille fois d'être là. Juliette, avec un parcours très international également. Berlin, Londres, le Sri Lanka, aujourd'hui San Francisco. Un parcours très international et très numérique autour de la création numérique, avec la création notamment de Futur en scène, qui a eu un beau succès et de beaux petits, et un fort investissement à la Gaîté Lyrique. Vous êtes entrepreneuse, je le cite parce que vous êtes aujourd'hui attachée culturelle à San Francisco et fondatrice de la Villa San Francisco, mais vous avez été entrepreneuse privée auparavant et donc vous avez cette double casquette. Et puis, Paul Frêche, que je ne vois plus sur mon écran, mais je l'ai vu, donc je sais qu'il est là, qui travaille également dans la culture depuis très longtemps, avec une forte composante autour de la Chine. Création de galeries à Paris également dédiée à la création contemporaine, avec donc double spécialité de photographie et de la scène chinoise. On sent toujours cette influence. Et donc, vous aussi, vous êtes passé du privé au public et inversement, en étant désormais vous êtes passé à Shanghai comme attaché culturel, et puis depuis une année
chargée de mission à la direction générale du Centre Pompidou pour la création du projet du Centre Pompidou à Shanghai. Voilà, pardon, c'est toujours un peu long, mais j'espère que ça vous donne une bonne présentation de nos intervenants, que je remercie beaucoup. Pour commencer cette table ronde, en ayant discuté avec tout le monde, on s'est dit qu'avant de leur donner la parole de façon plus importante, je dirais, pour qu'ils puissent vous présenter leur approche de l'influence à travers leur propre expérience, on s'est rendu compte que personne n'avait la même définition de ce qu'était l'influence. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'influence? Et au fond, pourquoi est-ce qu'on veut faire de l'influence? Et a fortiori, pourquoi on veut la faire à travers la culture? Pour parler de ces sujets, on s'est dit que la meilleure chose à faire, c'était peut-être de commencer par définir ce qu'on appelle l'influence, et donc qui on veut influencer. Et donc peut-être en juste 2-3 phrases, avant vraiment de vous passer la parole, je voudrais demander à chacun quelle est votre définition de l'influence. On n'a pas particulièrement déterminé de tour de table, je ne sais pas, est-ce que Pierre, vous voulez commencer? Avec le micro. Il faut que vous réactiviez votre micro. Attendez, je vais essayer. Non, voilà. Ça y est. C'est bon. Alors, merci Céline. Donc pour moi, l'influence par la culture est une partie importante, certes, mais une partie seulement, une approche plus large qui est capturée par cette notion intraduisible qui est le soft power et qui a eu le succès planétaire que l'on sait. Alors, pour son inventeur, donc un universitaire américain, Joseph Nye, il s'agissait d'obtenir des autres États tel ou tel résultat, alors sans recourir au bâton, donc menaces ou sanctions ou intimidations, ni à la carotte, la corruption, mais d'obtenir ces résultats par la séduction et par le pouvoir d'attraction des idéaux ou des valeurs. Et donc, toute une panoplie d'outils ont été élaborés par les États pour servir cette démarche. Alors, dans cette panoplie, on trouve la diplomatie publique, le travail sur l'image dans les médias étrangers, la diplomatie scientifique, dont on a parlé d'ailleurs ici il y a quelques mois, l'accueil d'étudiants et bien entendu la diplomatie culturelle à laquelle il faut ajouter des dimensions contiguës comme la gastronomie, le tourisme et la mode. Alors, certains États sont très timides pour l'admettre, mais en France, on considère que toutes ces actions doivent être mises au service, et sans état d'âme d'ailleurs, au service de l'intérêt national de la France, de la projection de son image dans le monde. Voilà, c'était ma définition. Merci beaucoup. On retiendra tout et on se souviendra donc du service de l'intérêt national dans tout ce que vous avez dit. Lequel d'entre vous souhaite donner, Agnès, donner sa définition? Autant plonger tout de suite. En effet, alors c'est compliqué de la définir, cette notion d'influence. Moi, je la concentrerai autour de 3 verbes qui seraient, le cas échéant, transmettre, partager, co-construire. Parce que l'influence, bien sûr, peut supposer en tout cas une espèce de position un peu surplombante qui me déplaît, qui me dérange. Or, ce qui me semble essentiel, et on va, j'espère, avoir l'occasion d'en parler, dans la manière de valoriser, d'exporter l'expertise culturelle française à l'étranger, ça n'est pas tant d'imposer un modèle et donc de ce fait de tenter d'influencer le partenaire avec lequel on travaille, mais la beauté de la chose, c'est au contraire de transmettre, bien sûr, un certain nombre de notions, de savoir, de compétences nécessaires, mais également de les partager et puis, à l'arrivée, de construire ensemble quelque chose de différent qui ne sera pas la simple transposition de ce qui existe ici pour arriver là et donc d'influencer dans ce sens-là, mais au contraire d'avoir ce rôle de cette action de dialogue, de partage et finalement l'influence, ce qui serait assez magnifique, c'est qu'elle joue dans les 2 sens. Merci beaucoup. Paul, est-ce que vous voulez… Oui, bien sûr. Donc, en fait, moi, j'approche plutôt l'influence sous l'aspect compétitivité, sous l'aspect comparaison de pays. Et pour moi, l'influence, c'est plutôt la manière dont on développe la marque France. Je pense que tous les pays, quels qu'ils soient, ont une marque. Des fois, elle est positive, des fois, elle est négative, mais en tout cas, elle existe.
Et je pense que la marque France existe, elle a ses qualités et un certain nombre de défauts, mais en tout état de cause, la culture permet d'être un vecteur pour la marque. Donc, parce que c'est non belliqueux, parce que c'est pas conflictuel, parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt économique immédiat, mais ça aide, je l'ai constaté plein de fois, ça aide dans plein de pays à vendre des services et à se présenter. Donc, pour moi, c'est développer une marque. Voilà. La définition de l'influence, c'est la marque France. La marque et donc la porte d'entrée dans des pays. Juliette? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Oui, désolée si je suis donc en plein déménagement, donc si j'ai des déménageurs derrière moi qui arrivent. Voilà. Pour moi, je dirais, en fait, la question, c'est aussi qu'est-ce que faire influence au XXIe siècle? Donc, c'est se dire dans un monde globalisé, dans une société 150% digitale au lendemain de la pandémie. Je pense qu'on peut plus se permettre d'être dans une logique que moi j'appelle plutôt à sens unique de promotion de la culture française et de la langue française à l'étranger. Et je rejoins pas mal Agnès sur ces propos où, pour moi, d'un coup, l'influence, ça serait partager, confronter, enrichir nos visions du monde avec cette conviction forte que les arts et les idées ont un rôle à jouer dans la mutation de nos sociétés. Merci beaucoup. Paul, l'autre, Paul Frech. Oui, bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Alors, ça va être difficile d'ajouter à ce qui a été dit déjà, mais je voulais juste insister sur le fait que pour moi, l'influence, c'est très concret parce que c'est avant tout, je pense, une démonstration par l'exemple. Et je pense que de cette démonstration par l'exemple se dégage finalement une certaine chose abstraite qui est une forme d'attraction, de séduction, qui peut amener vos interlocuteurs à connaître, à comprendre, même à apprécier vos valeurs et parfois les amener aussi à concourir spontanément à vos intérêts. Et je voudrais aussi, là je vais aller dans le sens de ce qu'a dit Pierre Buller, je pense aussi, et c'est particulièrement vrai dans le cas de l'exercice de ces activités en Chine, je vois l'influence comme vraiment un des volets de l'action diplomatique au sens large, qu'il faut véritablement réfléchir et mettre en œuvre en ayant une vue la plus complète que possible. Merci beaucoup. On voit effectivement que la définition est difficile à faire, ce qui va rendre notre débat intéressant. Pour tous ceux qui nous suivent, que vous puissiez voir un peu le plan de cette séquence, si j'ose dire. Après cette définition dans laquelle on retient beaucoup la question de l'enrichissement mutuel et de la manière dont l'art et les idées jouent un rôle, que ce soit dans la séduction, que ce soit dans le partage de ces idées, que ce soit dans la manière de présenter un pays et une marque. Donc on voit que la question de l'enrichissement de l'art et des idées, du concret, est extrêmement important. On va rentrer dans le concret tout de suite. Et donc, pour que vous voyez un petit peu comment on va dérouler cette séquence, je vous propose là d'avoir une séquence d'une demi-heure à peu près où on va passer la parole à chacun de nos intervenants pour que chacun puisse présenter ses projets, un axe de ses projets, mais vraiment sous cet angle d'influence. Au fond, on a beaucoup parlé de ça. Alors, je suis désolée pour tout le public qui est là, parce qu'ils font tous des choses formidables, mais on va se concentrer, je dirais, sur cette question de leur projet à travers cette question de l'influence, en quoi ils participent à l'influence française. Derrière, je reposerai probablement une ou deux questions de rebond, et puis on se garde une grosse vingtaine de minutes, peut-être une demi-heure, pour les échanges avec le public. Je vous propose donc qu'on commence tout de suite. Et bien, Pierre, vous étiez le premier. Est-ce que vous voulez recommencer? Oui, ça va, c'est bon là? Parfait. Oui. Non, ce que je voudrais dire, c'est que on n'est jamais seul dans cette démarche. Souvent, j'ai été président de l'Institut français, j'ai été nommé en 2017, en août 2017, et je me suis retrouvé du jour au lendemain à la tête d'une équipe extrêmement professionnelle, très expérimentée, qui conduisait à un ensemble de programmes qu'on ne change pas
et du jour au lendemain d'abord, et pour une autre raison, c'est que c'est des programmes qui marchent parce qu'ils ont été éprouvés depuis des années. Et alors, lorsqu'on a des succès, et on en a quelques-uns quand même, ce sont toujours des succès collectifs qui mobilisent tout un écosystème d'acteurs, des acteurs qui sont sur le terrain, dans les ambassades, dans les instituts français, dans les alliances françaises, mais aussi à Paris, dans les ministères, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture, où travaille Agnès Salle, et d'ailleurs on avait régulièrement des réunions, mais aussi dans tous les établissements qui dépendent du périmètre du ministère de la Culture. Donc beaucoup de monde qui est impliqué, et lorsqu'il y a réussite, cette réussite est partagée, et c'est avant tout la réussite de la France. C'est ce qui, à mes yeux, compte le plus. Alors, je vais peut-être, puisque vous nous invitez, Céline, à parler concret, hein, je vais peut-être vous dire un peu les plus belles opérations que j'ai eu l'occasion de vivre dans mes 3 ans de mandat à la tête de l'Institut français. Il y avait d'abord les saisons croisées, c'est quelque chose d'extrêmement important, où un pays, justement, là, du coup, on est totalement dans le dialogue et dans l'échange et dans l'enrichissement mutuel. J'ai fait la fin de la saison France-Colombie, j'ai vécu la saison France-Israël et ensuite la saison France-Roumanie, qui était à chaque fois des véritables succès. Nous avons également, l'Institut français a été très rapidement après donc l'entrée, enfin, en fonction du nouveau gouvernement, du président de la République. Le président de la République a demandé qu'on dépoussière un peu notre approche de la francophonie, de la langue française. Et donc, on a été chargé d'organiser pratiquement une conférence internationale, une consultation sur ce que peut être le français demain. Et il en est sorti ce plan pour le français et le plurilinguisme que le président de la République a énoncé sous la coupole de l'Académie française en mars 2018. Autre modalité dont le développement était spectaculaire, c'est la Nuit des idées. Alors certains d'entre vous dans le monde ont peut-être connu cette manifestation qui donc a mis dans le paysage planétaire, si je puis dire, chaque année en janvier, ce qu'on peut appeler le débat à la française, c'est-à-dire un dialogue entre des intellectuels français et leurs homologues de chaque pays, qui réunissaient avant la crise sanitaire et qui réunissaient physiquement en présentiel, comme on dit maintenant, près de 300 000 personnes. Il y a également ce dont je crois qu'on peut être très très fier, c'est pas très très visible, mais c'est un incubateur de jeunes talents cinématographiques du Sud qui s'appelle la Fabrique Cinéma, et donc qui est géré par l'Institut français, qui consiste à repérer les meilleurs talents dans leur pays et à les accompagner au début de leur carrière pour les aider ensuite à accéder à la cour des grands. Et je parle du Sud, voilà, qui fera sûrement également plaisir à Agnès, hein, l'Institut français a aidé le Mali à faire de la biennale, ce qui s'appelle la biennale de Bamako, eh bien, c'est devenu la première manifestation d'art photographique du continent africain. Et enfin, je dirais que ce n'est pas très visible, mais c'est certainement une dimension dans laquelle j'ai pesé personnellement parce qu'elle me paraissait essentielle, c'était de faire de l'Institut français un opérateur au service de l'Union européenne dans ses démarches internes dans le domaine de la culture, mais aussi dans la projection de cette Union européenne vers le monde hors de ses frontières, disons. Et grâce à l'expertise de ces équipes, l'Institut français a gagné pratiquement tous les appels d'offres de la Commission depuis 3 ans. Ils ont d'ailleurs continué à en gagner récemment. Et donc, je ne veux pas être trop long, mais la réponse que je voudrais faire du coup à Agnès, parce qu'elle a raison de dire qu'on n'est pas dans une démarche surplombante, hein. C'était autrefois le cas avec ce qu'on appelait la diffusion, c'est-à-dire on arrivait avec des troupes de théâtre, compagnies de danse, festivals de cinéma, qui était quelque chose d'assez, disons, un peu unilatéral, un peu à sens unique, et très coûteuse d'ailleurs, hein, et on a vraiment abandonné ce paradigme pour
limiter, disons, cette projection à la seule jeune création. Les marques patrimoniales, les Louvre, Pompidou, eh bien, ils savent très bien se projeter eux-mêmes à l'extérieur. Et donc, on a au fond changé de méthode en faisant place au dialogue, à l'échange, à de la coopération un peu partout. Alors, j'ai cité les saisons culturelles, mais par exemple, on a également les résidences d'artistes, les résidences d'écrivains, qui sont très belles illustrations de cet échange entre les cultures. Alors, on a l'Institut français est co-géré avec nos collègues de Tokyo, une résidence d'artistes qui s'appelle la Villa Kujiyama à Kyoto. C'était d'ailleurs Anne qui citait Kyoto, bien qui a fait école avec la Villa Saigon à Ho Chi Minh Ville, la Villa Ndar à Saint-Louis du Sénégal, et cette Villa San Francisco, qui est donc la première d'une ambitieuse série appelée à se développer dans les grandes villes américaines et dont Juliette Donadieu parlera sans doute mieux que moi. Voilà. Merci beaucoup. Je rends l'antenne. Merci beaucoup. On sent que vous en auriez encore beaucoup à dire. Et comme je suis un peu taquine, je me suis permis, Franck, Anne, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Pierre, vous parlez du plan pour la langue française. Je me suis permis, vous l'avez vu, de parler d'influence plus que du soft power qui était noté dans l'invitation. Agnès, je te passe la parole tout de suite. Je pense que c'est plus intéressant que vous présentiez d'abord tout. Merci beaucoup. Oui, j'essaye d'être aussi concise et efficace que Pierre. En fait, déjà peut-être 3 mots avant de parler d'un bel exemple, de beaux exemples de travail en direction de l'étranger et de partenariat. Un mot peut-être très rapide de la manière dont enfin, après des décennies de relative désorganisation, un mot de la nouvelle manière dont le ministère de la Culture appréhende la valorisation de son expertise. Et quand je dis de son expertise, c'est de l'expertise à la fois du ministère proprement dit, mais également, et je dirais presque surtout, de tout son réseau d'opérateurs, opérateurs culturels publics, bien sûr, mais également institutions culturelles, souvent sous la tutelle de collectivités territoriales, mais également réseau composé de compétences privées dans le champ de l'entreprise, parce qu'évidemment, le public a, je crois, une belle palette de savoir-faire et d'expériences culturelles, mais il ne peut pas tout, loin de là, et s'agréger le savoir-faire, les compétences de structures privées me semble un atout supplémentaire dans notre manche. Donc le ministère de la Culture, depuis 2 ans et demi maintenant, a constitué en son sein une petite, mais vraiment petite, nous sommes 2 et demi, mission expertise culturelle internationale qui a vocation à agir à 3 moments, à 3 niveaux différents pour combler cette insuffisance à la fois de visibilité, d'efficacité et de coordination dans la valorisation, et j'utilise le terme à bon escient, il s'agit bien de vendre, et je n'ai pas peur du terme, l'expertise culturelle française à l'étranger. Nous travaillons sur des prestations rémunérées, donc hors du champ de la coopération culturelle, qui se poursuit très bien par d'autres moyens. Donc, la mission expertise, elle se situe à 3 moments. Le premier, et tout cela se fait évidemment en même temps, parce qu'on n'a pas le temps d'attendre. Le premier moment, c'est la prospection. Être là le plus tôt possible, à l'affût, aux aguets, des occasions, des opportunités qui se présentent dans les différents pays étrangers, qu'il s'agisse de projets culturels balbutiants, dont on sent qu'ils vont émerger, mais qui ne sont pas encore formulés, ou qu'il s'agisse de projets de développement urbain, de développement touristique, dans lesquels peut très bien se greffer un moment ou un objet ou un projet culturel. Donc, être là le plus tôt possible, et évidemment, le réseau des instituts français, le réseau des postes diplomatiques, le réseau des bailleurs internationaux, on travaille main dans la main avec l'Agence française de développement, avec Expertise France, la visibilité que nous donnent les appels d'offres dont parlait Pierre, de l'Union européenne, évidemment, nous permettent précisément d'arriver pas trop tard, au bon moment, pour proposer l'offre française. La deuxième mission de la mission expertise culturelle internationale, c'est d'être le point d'entrée, identifié, visible et réactif de l'expertise publique française, dans la mesure où
combien de fois, et moi je l'ai vu quand j'étais en établissement public, la demande étrangère se manifeste sans forcément savoir où s'adresser, à qui s'adresser, et parfois se perd en route. Et donc, être cette petite cellule qui peut recevoir nos propositions, mieux définir le besoin, dialoguer avec le partenaire étranger pour comprendre où se situe sa demande et comment la satisfaire le mieux possible, c'est ce rôle-là que nous jouons. Évidemment, nous le jouons aussi à l'égard des ambassades, des instituts français et de tout le réseau des bailleurs internationaux. Et puis le troisième moment de notre rôle, enfin le troisième rôle plutôt que nous jouons dans un troisième temps, c'est le plus important peut-être et le plus passionnant, c'est d'être un assembleur ou un assemblier de l'expertise, puisque une fois défini le besoin, une fois sécurisé le financement du projet et des expertises que nous allons mobiliser, il nous appartient de constituer comme un bouquet l'équipe France, l'équipe d'expertes et d'experts qui nous semblera la mieux à même de répondre aux besoins, et nous la piochons, cette équipe, dans toute la palette que je décrivais tout à l'heure, les établissements publics, les DRAC, l'administration centrale, les institutions culturelles en région, les services culturels des collectivités territoriales, les entreprises privées, de façon à répondre le mieux possible aux besoins exprimés et à être également capable de trouver des expertes et des experts qui sachent, ce que je disais tout à l'heure, co-construire. Non pas du tout arriver avec un modèle tout cuit, tout fait, tout ficelé, en disant ben voilà, vous voulez un musée, on va vous transposer ce que nous avons fait dans telle ou telle région de France ou en Île-de-France ou à Paris. Non, au contraire, l'enjeu, c'est d'analyser le contexte politique, économique, social, culturel du lieu où nous intervenons et de construire avec les partenaires le projet qui correspondra le mieux à leur attente, et aussi de savoir transmettre la dimension de formation, de renforcement des capacités, comme on dit, est essentielle, parce qu'après ce temps de l'expertise, il faudra bien que les projets que nous aurons contribué à construire continuent de vivre et continuent de s'intégrer dans un paysage culturel à long terme. Et donc, il nous faut également former les équipes qui feront vivre ces projets. Alors, très rapidement, et j'en termine là, deux exemples. L'un en Afrique, au Bénin, à Abomey. Nous sommes en train de préparer, de construire le futur musée qui, sur le site magnifique de la cour des Amazones et des rois d'Abomey, aura vocation à accueillir les œuvres restituées par la France au gouvernement du Bénin, qui viennent du musée du Quai Branly et qui ont été rendues par un acte législatif très fort, voulu par le président de la République, au gouvernement du Bénin. Ces collections, ces 26 objets magnifiques, auront vocation à rejoindre le musée que nous sommes en train d'aider à construire. Et évidemment, la symbolique politique, historique, culturelle de cet enjeu est majeure. Donc la trace va rester très durablement, à la fois à l'échelle du Bénin, mais également, je l'espère, à l'échelle de toute l'Afrique. Puis un autre projet qui se situe, lui, en Éthiopie, et qui consiste à ouvrir au public un palais, le palais national d'Addis Abeba, érigé par le Négus, Haïlé Sélassié, et qui a été jusqu'à l'été dernier le siège de la présidence éthiopienne, et qui a, par la décision du gouvernement, vocation à devenir un lieu culturel, public, ouvert à la fois à la population éthiopienne, mais également au public touristique international. C'est passionnant de voir comment on fait d'un lieu marqué par l'histoire d'un pays, l'histoire de communauté également, a vocation à se transformer, à raconter quelque chose qui dira l'Éthiopie, qui dira plusieurs périodes historiques et qui également sera un outil moderne de transmission et d'explication à la fois d'une histoire, mais également d'un vécu culturel passionnant. Et c'est avec plusieurs experts et expertes françaises et français, le Muséum national d'histoire naturelle, l'établissement public de Versailles, un architecte en chef des monuments historiques, Expertise France, que nous élaborons ce projet aux côtés des Éthiopiens. Je m'arrête là.
Merci Agnès, c'est passionnant. On voit effectivement que sous ton impulsion, tout ça c'est organisé, structuré différemment. Ce serait intéressant d'avoir votre regard, Paul Alezra, sur la manière dont vous fonctionnez et puis sur cette nouvelle manière, au fond, dont la partie publique s'organise quand vous prospectez également, par exemple, au plan privé, et donc comment tout ça peut s'organiser. Bien sûr. Donc, je vais parler un petit peu de notre approche et de certaines de nos réalisations qui vont un peu illustrer ce que je vais dire. En termes de public, privé, tout ça, c'est vrai que ce soit la mission qu'Agnès Salle dirige ou France Museum et tout, nous, on voit ça comme des concurrents qui arrivent sur un marché de manière publique, privée. C'est un peu, enfin, il y a suffisamment de projets dans le monde pour que tous les prestataires puissent avoir leur place. Donc, nous, on est un peu plus anciens puisqu'on a dû travailler sur 200 projets à peu près et dans 27 pays, une centaine de villes. Donc, on a pas mal, enfin, les 27 pays, c'est pas mal d'expérience en tout cas. Et on a quelques petites règles dans notre approche, quelques petites choses qu'on fait systématiquement. Par exemple, on travaille tout le temps dans la langue du pays. Quelle que soit la difficulté, quand on est en Lettonie, on fait tous nos rapports en letton. Quand on est en Azerbaïdjan, on les fait en azéri. Et ça, c'est dès le départ, ça a été, pas dès le départ, mais assez rapidement, ça a été une volonté pour vraiment montrer qu'on a une expérience, on a une expertise, mais qu'on la met totalement au service du local. Et ça, c'est des choses qui ont été dites avant, mais c'est hyper important pour nous. Donc, des fois, c'est compliqué de trouver un traducteur ouzbek et d'être sûr de la qualité de sa traduction. Mais bon, voilà. Donc, on fait tous nos rapports en langue étrangère. Une deuxième chose, on essaie d'avoir le maximum dans nos équipes de nationalités différentes. Donc là, on doit avoir peut-être 12 nationalités différentes. Bien sûr, la majeure partie des gens qui travaillent dans notre société sont français, mais on a 12 nationalités différentes. L'autre chose également qu'on ne met pas en avant, c'est on ne raisonne pas en termes de, et ça a été dit aussi avant, on ne raisonne pas en termes d'exportation d'une culture, parce que ça serait totalement contre-productif. Donc, parce qu'évidemment, toutes les cultures se valent et on a l'impression, nous, qu'on apprend plus à chaque fois qu'on est dans un projet que ce qu'on amène. Donc, on n'a pas ce réflexe d'exportation. Et finalement, au fur et à mesure des années, ce qui nous fait le plus plaisir, et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous, c'est lorsqu'on est appelé sur un projet dans un pays qu'on ne connaît pas, où les gens ne nous connaissent pas, et qu'on arrive à faire des choses intéressantes. Et ça, c'est probablement la chose la plus excitante. Donc, par exemple, on a travaillé beaucoup en Russie depuis pas mal d'années, et lorsqu'on a été appelé par le musée Pouchkine pour son 100e anniversaire pour recréer un nouveau concept pour le musée Pouchkine pour les 100 prochaines années, bon, c'était intéressant et c'était pour nous excitant parce que c'est un musée russe, ils n'ont pas fait appel à des Russes, ils ont fait appel à nous. Et donc voilà, alors, pareil, lorsqu'on a travaillé sur le musée du Kremlin, qui est un musée extrêmement politique, bon, on a été considéré comme crédible pour travailler sur un musée politique, enfin, je dirais une approche politique. Lorsque l'Azerbaïdjan a voulu s'ouvrir et montrer son savoir-faire, de développer sa marque Azerbaïdjan, donc on a été appelé pour travailler sur ce centre Eder Aliyev. On a travaillé depuis quelques années sur une douzaine de projets en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite qui s'ouvre énormément. D'ailleurs, les seuls projets sur lesquels on n'a pas travaillé en Arabie Saoudite, c'est les projets qui sont gérés par la France. Bizarrement, mais bon, on n'est parfois pas prophète en son pays, mais bon, c'est comme ça. Donc, mais c'est pas grave d'ailleurs. Et donc, on vient d'être aussi, ce qui est assez intéressant, on vient d'être aussi retenu dans le consortium qui va gérer le grand musée égyptien du Caire, qui va ouvrir dans quelques mois. Donc, on fait partie des 4 entreprises qui sont, nous, on est en charge de l'activation culturelle. Donc voilà, c'est cette diversité de pays, le fait d'être considéré comme local, puisqu'on est appelé sur des projets politiques, sur des projets de développement et tout, qui font vraiment la chose pour laquelle on est plus excité, disons. Voilà. Merci beaucoup. Merci de ces présentations.
Alors, je vous propose que nous poursuivions la table ronde en donnant la parole à Juliette, mais au moment où on la lui donne, on va la lui reprendre presque aussitôt, pour pouvoir lancer un film de présentation de la Villa San Francisco, qui a donc été inaugurée, pardon, j'ai un trou, en septembre dernier, c'est ça? Tout à fait. Et donc, cette vidéo présente très bien cette création, ce qui permettra à Juliette de rebondir. Et puis, ça change des petites vignettes sur les écrans, d'avoir un film qui bougera et qui présentera un peu plus, que tout le monde se rassure, le film dure 1 minute. Je pense qu'il manque le son. Vincent, il manque le son. C'est toujours dans ces moments que la technique nous lâche. Vincent, je pense qu'il faut que tu ouvres ton micro peut-être. Alors, on a entendu le son à la toute fin. C'est dommage, c'était un joli son de Polo Pan. Oh. On va l'imaginer. Je le remets. Comme vous voulez. Je le remets alors. Vas-y. Bon, Juliette, c'est vous qui allez faire. Si on avait beaucoup plus le son, mais je ne sais pas s'il y a un lien, peut-être. Si vous me donnez le lien, je peux le partager avec l'ensemble du public. Pas de souci. Donc, ravi également. Donc, la Villa San Francisco, on l'a effectivement créée inaugurée en septembre dernier. Moi, je suis arrivée à San Francisco il y a maintenant presque 4 ans. Avec effectivement cette mission de faire développer notre diplomatie culturelle au cœur de la Silicon Valley. On peut tout de suite le dire, on ne nous attend pas, en tout cas, on ne nous attend pas sur la culture et sur la culture française. Donc, c'était vraiment la question de se dire comment est-ce qu'on prend notre place dans la baie de San Francisco, qui est ce chaudron utopique et dystopique, cœur mondial de l'innovation. On a pas mal de manières de la définir, ou en tout cas la place des artistes est assez, absente. Et la Villa San Francisco, c'est vraiment pour nous la rencontre des deux cultures, la tradition française, et Pierre en a parlé tout à l'heure, des villas dans le monde, avec le dynamisme et l'énergie de la Silicon Valley. Donc, elle part du principe et cette conviction très forte qu'il faut inviter les artistes à la table des débats, avec aux côtés des entrepreneurs, des universitaires, des institutions politiques pour questionner les grands enjeux contemporains de nos sociétés. Et c'est aujourd'hui, en fait, de manière assez directe, c'est le nouveau visage de la diplomatie culturelle française à San Francisco. Elle se structure, en fait, autour de 3 gros piliers, des programmes de résidence, des événements, dont la Nuit des idées, dont Pierre également a parlé, et des productions à grande échelle.
Et si on parle de résidence, typiquement, toute la réflexion, c'était de se dire qu'est-ce que faire résidence au XXIe siècle, comment aider les artistes dans leur mobilité internationale. Et de ce que l'on apporte, c'est pas tant l'espace pour les accueillir à San Francisco, même si l'appartement est très beau. C'est pas non plus les billets d'avion que l'on va payer aux artistes pour venir. Ce qui va faire notre valeur ajoutée, c'est notre présence sur le terrain. Et ça, je pense que c'est vraiment la spécificité de notre diplomatie culturelle, c'est qu'on est présent dans plus de 10 villes aux États-Unis, et c'est notre connaissance des écosystèmes qu'on va offrir aux artistes. La proposition de la Villa San Francisco, c'est vraiment de les immerger, de cette immersion dans les écosystèmes de la tech, mais pas seulement, des grandes entreprises, des GAFA, mais aussi de toutes les startups, des grandes universités, de Berkeley, Stanford, et de toutes les communautés artistiques. Donc, je pense qu'un autre point sur le succès de cette Villa San Francisco, après quelques mois, c'est aussi qu'elle est le fruit d'une équipe et d'un collectif. C'est avant tout, et on l'a évoqué aussi, l'équipe France. Donc, en fait, la Villa San Francisco, elle n'est possible parce que ce sont les services culturels qui travaillent conjointement avec le consulat de France à San Francisco, mais aussi Business France, les équipes économiques, les équipes scientifiques. Et ça, je pense qu'il y a une aventure où on oublie un peu nos différentes guerres de chapelle localement et de se dire que c'est l'équipe France qui vient ensemble proposer ce projet. Le deuxième aspect pour moi dans cette équipe et ce collectif, c'est, et ça Agnès également l'a parlé, c'est qu'on ne fait aucun projet sans les Américains. Ce n'est pas un projet français, c'est un projet franco-américain. Donc, à tout projet, tout programme de résidence, tout événement, que ce soit tout petit ou à très grande échelle, on associe dès le début. Ici, on a le SF MoMA, le musée, la Public Library, les médias, KQED, toutes ces grandes institutions nous permettent en fait de vraiment créer et on va dire, de développer toute la programmation. Et le dernier point qui est pour moi aussi extrêmement important dans ce collectif, c'est je pense qu'il faut vraiment qu'on n'ait pas peur en tant que représentant du service public, c'est de s'allier au privé. Et pour moi, la Villa San Francisco, c'est l'alliance, c'est allier la puissance et la vision du service public avec l'agilité et la performance du privé. Je suis peut-être devenue un petit peu américaine au bout de 4 ans, mais l'idée, c'est la pire chose qui pourrait nous arriver, c'est de ne pas expérimenter, de ne pas faire, de ne pas tester des choses, quitte à se planter, c'est pas grave, parce que finalement, on apprend pas mal de choses. Donc, au bout de 1 an de Villa San Francisco, donc on l'a créé en plein milieu de la pandémie, avec fermeture des frontières, et finalement, on a développé d'autres programmes. On s'est intéressé énormément aux artistes locaux, aux artistes américains, pour tester en fait ce dialogue à grande échelle sur les grands enjeux contemporains. On parle d'intelligence artificielle, on parle de climat, on parle de diversité, d'inclusion, de racisme. On n'a pas peur d'aller sur les sujets qui fâchent, avec cette idée fondamentale qui est que d'assumer qu'on a des visions extrêmement différentes de nos sociétés, que ce soit des Américains et Françaises, mais qu'on va apprendre les uns des autres. Merci Juliette. On part dans un autre coin du monde. Paul Frech, dans un autre coin du monde dont vous nous direz si on peut, autant qu'à San Francisco, aborder tous les sujets qui fâchent. Si vous pouvez nous parler du Centre Pompidou à Shanghai. Oui, bien sûr. Écoutez, je suis ravi de vous parler un petit peu de ce Centre Pompidou qui a été ouvert, vous le savez probablement, à la fin 2019 à Shanghai, sur un modèle qui est particulier puisque c'est un partenariat de 5 ans. Je vais peut-être revenir un petit peu sur déjà le contexte de la relation du Centre Pompidou et de la Chine, de son intérêt pour la Chine, qui est un intérêt de longue date, puisque comme vous le savez peut-être, une des premières expositions dans le monde qui a montré la création contemporaine chinoise dans un contexte muséal occidental, c'était l'exposition Magicien de la Terre en 1989 au Centre Pompidou à Paris. Donc il y a depuis un intérêt pour la Chine, pour la création chinoise, pour les mutations que connaît ce pays, qui s'est traduit en 2003 par l'ouverture d'une très belle exposition à Paris qui s'appelait Alors la Chine, qui est une citation de Roland Barthes. Et dans la foulée de ce projet, des échanges très réguliers se sont construits et développés avec des artistes, des conservateurs, des intellectuels. Et il y a eu une véritable rencontre
qui a finalement poussé le Centre Pompidou à se projeter en Chine de façon pérenne. Et il y a eu un premier projet qui a été initié autour de 2006-2007, d'avoir une implantation pérenne à Shanghai, qui n'a pas pu aboutir. Et c'est donc une approche un peu différente, un peu plus souple, qui a été adoptée en 2014. Et c'est intéressant, c'était juste le moment où moi je prenais mon poste au consulat général de France à Shanghai. Et donc j'ai pu assister à la jeunesse de ce projet et l'accompagner jusqu'à son inauguration. Pour maintenant reprendre un petit peu, vous parler un petit peu de Shanghai. Bon, bien sûr, c'est une des villes, une véritable ville-monde. C'est la capitale économique de la Chine, c'est aussi la vitrine internationale de la Chine. Et donc, il faut bien se remettre dans le contexte des années 2000-2010, dans lequel la Chine, évidemment, exerce un très très fort pouvoir d'attractivité vis-à-vis des institutions d'art contemporain dans le monde entier. Il y a un véritable engouement, il y a des foires d'art qui se créent, il y a des galeries qui ouvrent, il y a une émergence d'artistes qui vont avoir une résonance internationale très rapide. Et donc, il y a un véritable désir d'exister en Chine au travers d'une représentation, d'une antenne permanente. Alors, il faut voir aussi, puisqu'on parle d'influence, voir un petit peu le contexte de la relation franco-chinoise, plus particulièrement du point de vue culturel. La Chine, qui est un pays qui se conçoit comme un grand pays de culture très ancienne, à juste titre, a une relation particulière. Il y a une prédilection pour les pays que la Chine considère également comme des pays de culture, qui sont quelque part ses pairs. Donc la France, de ce point de vue-là, joue un rôle assez particulier. Alors on considère que la France est le premier partenaire culturel de la Chine, et il y a toutes sortes d'actions qui sont entreprises. Il y a une stratégie très, très complète, hein, avec des festivals, avec un soutien aux industries culturelles et créatives, enfin, beaucoup de choses. Et donc, c'est dans ce contexte général qu'il faut un petit peu se figurer cette histoire du Centre Pompidou. Je voulais aussi préciser que, évidemment, la stratégie du centre en Chine, c'était d'aller à la rencontre d'une classe moyenne, éduquée, très nombreuse, ouverte, en demande d'offres culturelles de qualité, d'offres internationales, et également en demande d'une offre qui va avoir une portée éducative pour ses enfants. Ça a été un des aspects importants. Et donc, autour de ces différents constats, finalement, l'approche qui a été retenue, c'est de constituer une coopération avec une institution chinoise qui a été créée ad hoc, qui s'appelle le West Bund Museum. West Bund étant le nom d'un quartier dans un district de Shanghai qui est un des districts importants où il y a beaucoup à la fois, on va dire, de patrimoine historique de Shanghai, mais aussi des entreprises, des sièges sociaux, etc. Et une volonté de ce district de construire une sorte d'écosystème culturel avec un quartier dans lequel viendraient essaimer des institutions chinoises pour la plupart, privées en grande partie, mais avec une volonté également de renforcer l'attractivité internationale de la ville en ayant également ce rapport particulier et unique en Chine avec une grande institution française d'art contemporain. Donc voilà un peu comment les choses ont été pensées au départ. Alors le centre est venu avec évidemment ce que nous savons faire, hein, donc en l'occurrence l'approche pluridisciplinaire avec essentiellement les collections d'art moderne et contemporain du Musée national d'art moderne, hein, qui sont vraiment le plat de résistance de ce projet de coopération.
qui va s'articuler sur plusieurs volets. Vous avez tout d'abord les expositions avec ce que nous appelons le parcours semi-permanent. Sur environ 1500 mètres carrés, nous concevons un parcours thématique qui mobilise une centaine, voire 150 pièces importantes des collections du MNAM, qui fait une sorte d'introduction à l'art moderne et contemporain pour un public qui a très peu d'occasions, qui même, on peut le dire, n'a pas d'occasion de voir régulièrement des œuvres de ce type en Chine, qui peut les voir à travers ses voyages ou au gré d'expositions ponctuelles. Mais on va dire que ça, c'est vraiment la spécificité et l'atout majeur de notre projet. Et autour de ça, bien sûr, nous avons une programmation d'exposition temporaire qui reflète évidemment les collections du centre avec une place donnée au design, à l'architecture, à la photographie, etc. Nous avons également des espaces qui sont plus dédiés à la jeune création. Donc, pour vous donner une idée de ce que nous montrons en ce moment, nous avons la première rétrospective de Kandinsky en Chine. Nous avons également une petite exposition de Laurent Grasso, un plasticien français déjà reconnu qui a eu le prix Marcel Duchamp. Et nous avons aussi une exposition d'une jeune plasticienne chinoise qui a environ 35 ans, qui s'appelle Yu Ji. Et donc l'idée, c'est un petit peu voilà, de développer une offre comme ça qui soit multifacette. Et un des aspects essentiels pour nous, et là je vais m'inscrire dans la continuité de ce qui a été dit précédemment, c'est véritablement de nouer un dialogue entre le Centre Pompidou et ce que nous pouvons véhiculer et la scène chinoise, les artistes chinois, le public chinois. Ça, c'est très important. Et donc, dans le cadre de notre projet, il y a une forme de réciprocité, d'ouverture, de gage d'ouverture, puisque nous invitons notre partenaire à participer à une exposition qui aura lieu au Centre Pompidou en 2022 sur la scène chinoise contemporaine. Donc, ce sont eux qui vont nommer le ou la commissaire de l'exposition. Et donc, c'est vraiment un geste de réciprocité et d'ouverture. Bien sûr, notre intérêt, c'est de mieux connaître la scène chinoise, de développer nos collections dans ce domaine-là, et en développant, en améliorant les rapports que nous avons avec les artistes. Voilà, c'est évidemment la meilleure façon d'y arriver. Je voulais aussi insister sur la dimension conseil de ce que nous réalisons à Shanghai, puisque tout un volet important de notre projet, c'est également de mener des actions de formation pour les équipes du musée. Alors, il faut savoir qu'en Chine, ça, c'est relativement su. Hein. Il y a beaucoup d'institutions qui ouvrent. Il y a eu une sorte de vague de déferlante d'ouverture de musées. Peut-être que cette vague a précédé finalement la formation et l'émergence de personnes, de professionnels formés pour gérer ces musées et travailler dedans. Et donc, ça fait partie également de notre projet de développer ces formations. Là, par exemple, nous organisons dans les prochaines semaines une formation sur la scénographie avec les équipes du musée à Shanghai et nos équipes à Paris. Voilà, puis également, je pourrais bien sûr vous dire que tout ça se fait dans un cadre contractuel qui suppose des paiements réguliers. Donc le Centre Pompidou, en quelque sorte, exploite sa marque, tout comme nous le faisons en Espagne, à Malaga, depuis 2015, selon le même schéma quinquennal qui vient d'être renouvelé il y a quelques mois, à Bruxelles également, et probablement, comme Juliette le sait sans doute, à Jersey City à partir de 2024, si mes informations sont bonnes. Donc voilà, en quelques mots, un petit peu le chapitre actuel de cette aventure du Centre Pompidou en Chine, qui elle, évidemment,
n'a pas démarré hier et ne s'arrêtera pas en 2024 avec ce premier partenariat qui pourrait être reconduit. Mais pour le moment, c'est un petit peu tôt pour se prononcer à ce sujet. Merci beaucoup. Merci doublement à tous les 5, d'abord parce que tout ça a été extrêmement intéressant et parce que vous avez globalement tenu la montre, ce qui, dans ce genre de table ronde, est tout de même un exploit. Donc, merci infiniment. Ça va nous permettre de pouvoir avoir quelques questions. Si vous voulez bien, je lance 2 questions et puis après, je prendrai celle du public. Il y en a déjà qui arrivent. Peut-être plutôt dans le même format que les questions initiales, avec des réponses un peu courtes pour laisser vraiment le public parler. Vous nous avez tous les 5 présenté à la fois des projets formidables, des projets sur lesquels vous avez été très discret sur les difficultés de mise en œuvre, mais nous savons tous que c'est jamais simple de monter des projets pour tout un tas de raisons. Quand j'ai eu la chance d'en discuter avec chacun d'entre vous avant, vous m'avez évoqué des freins pratiques, institutionnels, économiques, etc. J'aimerais peut-être poser la question plus directement à Pierre, Paul, Alezra ou Agnès. Au fond, si vous aviez une baguette magique là, maintenant, dans votre action quotidienne, quels seraient les quelques freins à cette influence, à cette capacité d'influence que vous aimeriez lever? Je ne sais pas lequel de vous 3 veut commencer. Je peux commencer rapidement. Donc, je me situe pas seulement, enfin simplement au niveau de notre société, mais je dirais l'ensemble des prestataires d'ingénierie culturelle, quoi. Pas pouvoir parler pour eux, mais donc première chose, j'ai trouvé souvent que les ambassades ou les consulats accompagnaient extrêmement bien les grosses entreprises, les grosses industries, mais finalement pas du tout les types de sociétés comme les nôtres, comme celle. Et si je compare ça avec le British Council, qui est vraiment une machine incroyable à vendre des prestations d'entreprises privées de notre secteur, c'est vraiment incomparable. C'est-à-dire que le nombre de projets qu'on a perdus parce que le British Council est intervenu et a fait passer les entreprises anglaises, bon, ça, il n'y a vraiment aucune comparaison possible en termes d'efficacité. L'autre frein, l'autre frein, c'est plus un frein financier. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre, les entreprises d'ingénierie culturelle sont en général assez petites et n'ont pas de fonds de roulement importants et n'ont pas de financement. Et lorsqu'ils vont sur des marchés au Moyen-Orient ou en Chine, ils se retrouvent confrontés avec des délais de paiement, avec des garanties à apporter, avec des choses comme ça fondamentalement, qui leur interdit complètement d'exporter leur savoir-faire. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Nous, parce qu'on est plus anciens, parce qu'on a plus de projets, parce que, bon, pour plein de raisons, on n'est pas confronté à ce souci, mais je vois bien que c'est même pour nous difficile d'emmener des entreprises, des sous-traitants, des freelances ou des choses comme ça françaises, parce qu'on sait qu'ils ne pourront pas du tout gérer un temps long. Donc ça, c'est une vraie complexité. L'autre point, c'est vraiment, on a parfois lutté contre l'image. Tout à l'heure, je parlais que des images positives, mais l'image négative, c'est vrai que bien que ça a un peu progressé, la France et les entreprises françaises ont toujours cette image d'arrogance. Elle est nette, quoi. Enfin, on essaie nous de s'en écarter, mais c'est vrai qu'on nous rappelle souvent. Le manque de sens commercial aussi, le fait de. Je vais donner un exemple très rapide. Il y a quelques années, on a fait beaucoup de projets au Koweït. Je visite 2 très beaux musées sur lesquels on travaillait avec des centaines de mètres carrés de granit. Je leur demande pourquoi ils n'ont pas utilisé l'entreprise française. Ils m'ont dit on a demandé, on n'a jamais voulu nous envoyer un échantillon. Les Italiens ont envoyé des mètres carrés d'échantillons de toutes les couleurs et ils ont vendu. Donc c'est ce manque de sens commercial qui est assez troublant pour moi. Et finalement, tant les Français, enfin, je vois parce que j'ai vraiment vécu, j'ai malheureusement raté de quelques années la Villa San Francisco, mais je me rends compte que le niveau en français, enfin en anglais, en parole anglaise, c'est beaucoup amélioré. L'écrit reste relativement catastrophique. Donc ça aussi, je pense que c'est un frein pour beaucoup. Donc
Mais sinon, je suis quand même très content d'avoir une entreprise française et ça m'aide souvent. Donc voilà, je reste quand même très positif là-dessus. Mais on gardera les projets positifs, mais on sait que pour mieux faire, il faut avoir conscience aussi des limites. Et c'est intéressant d'avoir conscience de ces limites, dont certaines pourraient, au fond, évoluer avec une ambition politique importante. Pierre, Agnès? Oui, je peux y aller ou Agnès? Pierre, allez-y. C'est comme tu veux. D'accord, allons-y. Alors, non, je vais essayer d'être quand même assez court parce qu'on approche de la fin. Il y a encore plusieurs intervenants. Non, moi, ce que je voudrais dire, c'est j'ai pas de si j'avais une baguette magique, j'introduirais une sorte de changement de paradigme. Et en fait, la baguette magique, elle a déjà fonctionné avec ce choc de la pandémie que nous avons traversé, qui était au fond une sorte de crise salutaire en invitant, en forçant même le réseau culturel français à se réinventer, à inventer pratiquement l'espace de quelques jours un nouveau mode de fonctionnement qu'on a baptisé virtuel, enfin avec des classes à distance et des offres à distance. Et donc c'est une sorte de plongée forcée dans le monde numérique qui a au fond permis de prendre conscience de la nécessité d'avoir une offre formatée pour des publics jeunes qui sont des publics individualistes dans leur choix, qui consomment la culture, consomment de l'apprentissage linguistique. Et ce sont ces publics-là, et je dirais, enfin c'est un peu les générations Y et Z au fond, que la France doit viser pour assurer la relève de ceux d'aujourd'hui qui sont un peu vieillissants et qui sont toujours plus attachés sans doute à des expériences en présentiel. Et donc il faut le faire avec les outils qui correspondent au mode de consommation de cette génération, que sont le streaming, les réseaux sociaux qu'ils fréquentent, les podcasts, les plateformes, mais aussi investir les mécanismes de recommandation et de partage dans le jeu desquels il faut entrer pleinement et rapidement sous peine d'être marginalisé. Deuxième point fort, enfin, c'est on s'est rendu compte qu'il faut sortir du confort des lieux existants pour se projeter, une offre hors les murs dans des lieux tiers. On le fait avec les villas d'ailleurs, on l'a vu, où précisément se trouvent des publics qui ne sont pas nécessairement dans le voisinage immédiat des instituts français, des alliances françaises. Et pour cela, je pense qu'il faut maintenant ouvrir une réflexion, et là je parle librement, plus comme ancien président de l'Institut français, ni comme ancien diplomate, la bonne articulation entre les services culturels des ambassades, qui sont chargés du pilotage de la diplomatie culturelle, et les instituts français qui dispensent des cours, des activités culturelles, etc., des médiathèques, exactement ce que font les alliances françaises. Alors, ces instituts français, ils bénéficient d'un statut d'autonomie financière, mais ils sont tellement intégrés dans la machinerie de l'ambassade qu'on a un dispositif coûteux, générateur de lourdeur de gestion et dans un contexte qui ne permet pas d'afficher une quelconque vérité des coûts et donc déperdition d'énergie et de ressources au détriment d'autres priorités, donc précisément celles qui sont nécessaires pour investir dans les moyens nouveaux exigés par le basculement numérique. Et donc, le fait que les instituts français ne puissent pas bénéficier de la personnalité morale en dehors du périmètre de l'ambassade, à mes yeux, la solution à étudier là où c'est légalement possible, c'est-à-dire par exemple pas en Chine, parce que dans un certain nombre de pays qui n'ont pas de loi sur les associations, eh bien, la solution à étudier, c'est la transformation des instituts français en alliances françaises, qui marchent très bien. Là où elles existent, prouvent qu'elles peuvent parfaitement bien marcher. Voilà ce que j'aurais fait de ma baguette magique. Merci. Agnès, Céline. Je suis désolée, je vais te donner une baguette magique un peu plus courte pour qu'on ait le temps d'écouter tout le monde. J'ai compris. Alors, en fait, finalement, les freins, moi, j'en identifierai 3, mais qui sont très, très liés. C'est la méconnaissance des compétences et des services que nous pouvons rendre, mais cette méconnaissance, elle ne vient pas de rien, elle est liée à une forme d'individualisme qui a trop longtemps prévalu, et 3e frein, mais qui est lié aux 2 premiers, à un cloisonnement qui me semble encore aujourd'hui
excessif dans la manière de concevoir, de proposer et de valoriser notre offre culturelle. Ce qu'on disait tout à l'heure, et beaucoup des intervenantes et intervenants s'y sont arrêtés, notamment Paul Alezra, c'est de dire finalement que cette façon de tronçonner l'expertise en tranches qui ne se rencontrent pas, qui ne se parlent pas, qui ne dialoguent pas entre elles, dessert profondément la manière dont la France pourrait être beaucoup plus visible et beaucoup plus efficace sur les marchés internationaux. Et je pense qu'en effet, les expériences de l'Angleterre, du Royaume, de l'Italie, de l'Allemagne, d'autres pays encore, nous montrent qu'il serait infiniment souhaitable de dépasser ces frontières qu'on a dressées de façon un peu stérile finalement et un peu sotte entre les différentes facettes de l'expertise française en matière culturelle. En tout cas, je ne parle que du sujet que je connais. Et il me semble que les quelques amorces de destruction des frontières entre ces domaines qui sont expérimentés ici ou là et qui fonctionnent magnifiquement montrent un peu le chemin pour lever les freins. Merci beaucoup. Il nous reste à peu près un quart d'heure. J'aurais beaucoup aimé qu'on puisse entendre Juliette et Paul sur la question des publics, parce que quand on parle d'influence, on parle bien d'influence de personnes. Vous avez beaucoup parlé de dialogue, d'échange, donc on ne dialogue pas tout seul. Je trouverais intéressant que vous puissiez nous parler dans votre expérience mais alors vraiment très très court, parce qu'il y a beaucoup de questions. Je voudrais notamment repasser la parole à Anne Genetec qui voudrait lancer des réflexions avec vous. Donc, très, très court, au fond, si vous aviez un truc à nous dire sur comment on fait pour aller chercher ce public qui n'est pas nécessairement celui qu'on veut influencer, mais qui est déjà celui avec lequel on veut dialoguer, ce à partir de quoi pourra naître quelque chose. Juliette, Paul, 1 minute. 1 minute. Je dirais de manière hyper directe, il faut partir du terrain et partir de leur propre questionnement et pas des nôtres. Donc, exemple très concret, quand on arrive à San Francisco, les premières phrases, c'est le prix de l'immobilier, le prix de la vie, le coût de la vie, la gentrification, le déplacement des populations. Et donc là, c'est cette idée de changer un peu aussi nous de posture, d'aller passer le pont, d'aller passer le périph' aussi en France, et d'aller se dire on va aller travailler sur les territoires périphériques, sur les banlieues, avec tout le programme de coopération au Clan de Saint-Denis. Et c'est donc, je dirais, en fait, c'est vraiment se dire on n'arrive pas, nous, avec nos grands cheveux et nos grandes problématiques, c'est qu'on arrive sur le terrain, on les écoute, et à ce moment-là, on part de ce terrain et on part de leurs demandes pour nous réagir et puis justement de rebondir sur le dialogue qu'ils proposent. Merci beaucoup. Avoir une approche nouvelle, mais au fond, c'est ce qui a fait la décentralisation culturelle en France même dans les années 70, et finalement, c'est peut-être aussi ce qui a fonctionné. Paul, fraîche? Oui, pour ce qui concerne le Centre Pompidou à Shanghai, je pense que le défi principal, c'est de dépasser vraiment le petit milieu des aficionados de l'art contemporain et des initiés, quoi. Je pense qu'il y a peut-être 2000 personnes à Shanghai, mais on a réussi à en toucher environ 600 000 aujourd'hui. Donc, ça prouve qu'on a quand même touché un public qui est tout à fait autre. Et ce qui est marquant, c'est qu'on a un public qui est très jeune. Et je pense que ce qui concourt à ce fait, c'est que nous avons beaucoup, beaucoup misé sur notre espace que nous appelons la Galerie des enfants, dans laquelle nous présentons des expositions, 2 expositions par an et un atelier tous les 2 mois, avec des événements toutes les semaines, quasiment tous les jours, dans lesquels nous faisons venir beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes publics et de familles. Et ça fonctionne assez bien. Ensuite, en Chine, évidemment, comme partout, mais avec des spécificités chinoises, les réseaux sociaux, c'est hyper important, et notamment WeChat, que nous utilisons beaucoup, et bien sûr, les influenceurs. Et ça, c'est un travail que nous faisions déjà beaucoup. Je pense que l'Institut français de Chine continue de travailler beaucoup dans ce sens. Mais c'est très important pour nous, ça nous permet vraiment, c'est une chambre d'écho très, très, très importante, et à l'échelle de la Chine, voilà, ça a de véritables effets. Merci beaucoup. Alors, il y a quelques questions qui arrivent.
les unes après les autres, notamment sur des questions prospectives. Peut-être Anne, je vous repasse la parole d'abord. Je sais que vous aviez des questions pour nos intervenants. Oui, alors merci beaucoup. C'est absolument passionnant. Je voulais déjà partager avec vous un point qui est important pour moi là, quand on parlait d'influence tout à l'heure, de ce que c'est l'influence, et ça va expliquer un petit peu certaines de mes questions. Il me semble que pour moi, c'est vraiment sur le plan culturel le partage d'une émotion. Et quand on arrive à converger, quand on rit ensemble, quand on s'émerveille ensemble, quand on pleure ensemble, c'est qu'on converge sur quelque chose et qu'on peut commencer à se comprendre. Et ça, c'est peut-être ce que l'art peut nous permettre de faire. Alors, j'avais beaucoup de questions. Vous ne pourrez peut-être pas répondre à tous, mais je vais juste les lister rapidement. J'aurais voulu savoir comment vous mesurez le succès d'un événement. Je sais que c'est un grand sujet au ministère des Affaires étrangères. Ils cherchent toujours des indicateurs avec lesquels je suis parfois un peu perplexe. Donc, quelle est votre manière de mesurer le succès d'un événement? Est-ce qu'il existe, qu'est-ce qui est recherché? Tout à l'heure a été évoqué la notion de marque France. Qu'est-ce qui est recherché dans le monde culturel avec la marque France? Quels sont les savoir-faire peut-être français qui sont méconnus et recherchés? Donc, je sais qu'on a un certain nombre de savoir-faire dans le domaine artistique. Je pense souvent, par exemple, à l'artisanat d'art, qui est extrêmement développé en France. Il y a quelques pays qui l'ont aussi. Est-ce qu'on arrive à converger sur ce sujet-là? Est-ce qu'on a également des prix artistiques français qui sont reconnus? Je pensais à un prix de piano, par exemple. Je pensais à cette école de piano en France qui est extrêmement connue, qui est courue. Est-ce que ces prix peuvent contribuer à notre influence? Et puis, un dernier point, alors là, c'est un peu pour tous. J'aimerais savoir comment vous mesurez ce que nous faisons en termes d'influence autour de la culture. Comment vous la comparez, l'évaluez, je ne sais pas comment dire, par rapport à ce que essaye de porter la Chine. Je suis très intéressée par comment la Chine essaye de faire travailler, de travailler son influence culturelle. Comment vous la comparez? Est-ce qu'il y a des choses dans ce qu'ils font dont on pourrait s'inspirer ou au contraire, surtout pas s'inspirer? Voilà, je vais juste m'arrêter là, mais j'aurai encore plein de questions. Alors, je ne sais pas lequel des deux veut répondre. Tout le monde ne va pas répondre aux mêmes questions. Sur si on les prend dans l'ordre dans lequel vous les avez posées et non pas en sens inverse, sur les mesures du succès notamment, ce serait intéressant que, je ne sais pas, peut-être Juliette sur le succès de la villa, par exemple, Paul sur la manière dont au fond, votre cabinet continue à prospérer comme ça. Vous seriez nombreux à pouvoir répondre, mais si vous pouvez nous parler de votre mesure du succès. Je pense que je dirais un indicateur, c'est le niveau d'appropriation par les partenaires américains. Si, exemple, la Nuit des idées, c'est pas tant le nombre, plus de 5000 personnes, c'est pas forcément ça l'indicateur, ça va être le fait que les Américains maintenant le reconduisent. C'est devenu un rendez-vous annuel qu'ils organisent eux-mêmes. Et le deuxième indicateur, je dirais, c'est quelle trace ça laisse sur le territoire. Et ça, on les mesure sur la suite, sur comment le dialogue, par exemple, typiquement sur un Auckland Saint-Denis, c'est toutes les expérimentations qui ont été partagées. Est-ce que des promoteurs immobiliers américains vont tester des nouvelles choses, des expérimentations qu'on a pu partager? Donc, est-ce que ça va changer des habitudes, modifier les habitudes des Américains avec qui on travaille? Paul Alezra ou Agnès aussi sur la manière de voir des indicateurs. Nous, Paul? Nous, en tant qu'entreprise, nos indicateurs, c'est notre croissance, c'est le nombre d'implantations. Là, on a 4 bureaux, un à Paris, Moscou, Dubaï et Riyad. C'est le nombre de pays dans lesquels on intervient. C'est ces indicateurs qui montrent que ça fonctionne. Donc, c'est avoir plus de collaborateurs. C'est cet ensemble de critères qui à la limite, qui seraient les mêmes de n'importe quelle entreprise privée, sauf qu'on intervient dans un milieu qui est le milieu culturel, mais on a le même fonctionnement que n'importe quelle entreprise privée. Donc voilà, chaque nouveau pays qui nous contacte est pour nous un signe qu'on ne fait pas trop mal les choses. Pour compléter, pour rebondir sur ce que dit très bien Paul, j'ai deux indicateurs non pas de succès, parce que je pense que ce serait un peu trop présomptueux et assez prématuré d'utiliser ce terme,
mais de relative efficacité de l'action de la mission expertise culturelle internationale, c'est comme lui le nombre de projets. Alors, je n'en suis pas encore, pardon, à 200 projets dans 27 pays. Depuis 2 ans et demi, on est sur une dizaine de gros projets que la mission expertise pilote, qui représentent à peu près, pour vous donner un ordre de grandeur, hein, on n'est pas sur les milliards du Louvre à Abu Dhabi, mais on est quand même sur un montant global de 75-80 millions d'euros, ce qui n'est pas non plus complètement négligeable. Donc, c'est le cercle qui est plutôt vertueux et qui fait qu'un projet en amène un autre et que finalement, la manière de travailler semble convaincre nos partenaires que ce schéma d'assemblage de l'expertise fonctionne plutôt bien, d'autant plus qu'on ne se contente pas d'assembler les équipes, mais on suit tout du long le déroulement des projets, qu'on accompagne nos expertes et nos experts tout au long du travail. Nous n'avons pas encore terminé, parce que c'est récent encore, nous ne sommes pas encore au terme des différents projets sur lesquels nous travaillons en Tunisie, au Cameroun, au Bénin, en Éthiopie, au Gabon, à Djibouti, mais également dans les Balkans. Enfin bon, il y a beaucoup de choses qui se font, mais qui n'ont pas encore atteint leur point d'aboutissement. On ne peut pas encore mesurer concrètement le succès d'un projet achevé. En revanche, en nombre et en qualité des livrables, puisqu'on fonctionne beaucoup avec cette notion-là, avec nos amis bailleurs internationaux, je pense qu'en effet, la manière de mesurer à la fois l'effectivité du transfert de compétences, mais également la manière dont les interlocuteurs s'emparent de notre méthode de travail et des propositions que nous pouvons formuler, je pense que c'est une façon en tout cas de mesurer la capacité que nous avons à proposer des schémas qui fonctionnent, qui ne sont pas issus de nos cerveaux éclairés plus ou moins, mais d'une bonne appréhension de la nature même des besoins exprimés sur le terrain. Merci. Peut-être qu'on peut presque grouper la question de la marque France et de au fond la comparaison avec la Chine, parce que la Chine, elle exporte sa marque, elle exporte ses industries, elle est dans une logique d'influence. On aurait pu parler d'autres pays aussi. Peut-être Pierre, qui avait une vision un peu complète, et puis et notamment en diplomatique institutionnelle, et Paul Frêche, qui connaissait particulièrement bien la Chine. Vous pouvez répondre aux questions d'Anne sur ces sujets. Oui, alors moi j'avais une réponse très brève à donner à Anne. Hein. Les critères du succès, c'est le public, c'est l'écofinancement éventuel, c'est la résonance médiatique, c'est éventuellement, dans le cas par exemple du cinéma, c'est les films retenus dans les grands festivals qui proviennent de nos programmes d'incubation ou ce que ça permet de construire. Alors, sur la Chine, oui, c'est un très belle question, un très beau sujet. Moi, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant et ne pas tomber dans une sino-béatitude vis-à-vis de ce que fait la Chine. Est extrêmement présente dans le monde. Elle a des instituts Confucius il y en a plus de 500 dans le monde, qui sont souvent des véhicules d'entrisme dans les universités dans lesquelles ils sont implantés et qui essayent de piloter ou d'infléchir les programmes d'enseignement et les programmes de recherche. Il faut quand même, il faut le dire, il faut mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Il faut savoir que la Chine est dirigée par une dictature du Parti communiste qui est dans une logique particulière dont sa diplomatie culturelle, si on peut dire, est un des outils. Et je citerai l'exemple de cette exposition consacrée à Gengis Khan au musée d'histoire de Nantes, qui a dû être annulée, que le directeur du musée d'histoire de Nantes a annulé parce que l'ambassade de Chine, et la base arrière à Pékin, s'était mise en tête de réécrire le catalogue en gommant, en biffant toute référence au nom même de Gengis Khan,
qui le nom révulsait nos amis chinois. Donc, ils ont refusé ce qui était prévu de venir, les artefacts qui étaient prévus d'être accueillis à Nantes ne l'étaient plus. Et donc, le directeur a dû annuler c'est un acte de censure caractérisé. Je pense qu'il faut sortir de la naïveté dont on a pu faire preuve dans le passé vis-à-vis de la Chine, et sans évidemment élever des murailles, hein. Mais je crois qu'il faut regarder de façon très très précise les conditions dans lesquelles cette projection culturelle de la Chine se fait chez nous, et des conditions dans lesquelles notre propre influence en Chine est véritablement contenue et contrainte. Voilà, je ne peux pas en dire plus. Merci Pierre. Pardon, je reprends la parole un instant parce que Agnès Salle doit nous quitter tout de suite. La réunion commence sa réunion commence dans 30 secondes, mais je ne voulais pas manquer de la remercier très chaleureusement avant qu'on poursuive, mais de la remercier très chaleureusement pour sa présence et pour tous ces mots. Je suis désolée Agnès, je te ferai part de la conclusion. Merci à toutes et à tous. Désolée, j'ai une réunion cabinet que j'ai décalée, mais pas au-delà de 19h30. Encore merci de m'avoir invité et j'espère poursuivre le débat et le dialogue avec vous à d'autres occasions. Merci encore. Merci beaucoup. Agnès. Paul Frêche, si vous voulez répondre également à ces questions. Ensuite, j'ai une question qui est arrivée du public et puis je ne voudrais pas trop prolonger pour pas trop décaler le temps. Oui, rapidement. Alors, sur la mesure du succès de notre projet à Shanghai, évidemment, l'audience et le fait que le partenariat puisse être reconduit, ce serait évidemment une grande victoire. Mais moi, je verrais aussi quelque chose qui me semblerait très, très important et qui permettrait qui attesterait que cette histoire entre le Centre Pompidou et la Chine est une histoire au long cours. Je pense que si nous arrivons, par exemple, à obtenir une donation importante d'artistes contemporains significatifs pour nos collections, ça serait à mon avis une grande réussite. Ensuite, tout à fait autre chose dans la continuité de ce qu'a dit Pierre Buller par rapport à l'influence culturelle chinoise, à la diplomatie culturelle chinoise. Tout à fait d'accord sur le constat que, on va dire, l'essentiel des forces est concentré sur les instituts Confucius. C'est assez remarquable. Moi-même, j'ai été étudiant d'un institut Confucius pour le chinois. Ensuite, en ce qui concerne la diplomatie culturelle comme nous la concevons, avec la mise en avant de institutions, le montage de projets, la diffusion notamment, il me semble que il y a encore finalement beaucoup de progrès à faire du point de vue de la Chine, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup à mon avis, moins de moyens qui sont mis sur ce volet-là. Je vois relativement peu, en tout cas dans les mois ou les années précédentes, hein, de très grandes manifestations culturelles marquantes de la Chine en France ou en Europe. Alors peut-être qu'elles m'ont échappé. Mais je pense que, quoi qu'il en soit, vu le contexte politique actuel, la Chine a vraiment fort à faire pour remonter la pente en termes de perception, et notamment du point de vue culturel, parce que évidemment les arts et la culture c'est le terrain du dialogue, de l'échange, et toutes les contraintes qui pèsent sur ces domaines sont évidemment très très improductives, voire rédhibitoires. Merci beaucoup. J'ai posé la question à tout le public dans le chat à côté s'il y avait d'autres questions, mais je ne sais pas si tout le monde le voit. Si quelqu'un veut prendre la parole, il y avait une question de Christian Koenig, mais si quelqu'un d'autre veut prendre la parole, n'hésitez pas à vous signaler à moi. Enfin, à vous signaler tout court d'ailleurs. Je me fais votre porte-parole, Christian, qui avait une question alors plus générale sur laquelle il nous faudra être court. Pierre, vous avez exprimé votre vision un peu prospective des choses. Est-ce que Juliette, Paul Alezra, Paul Frêche, vous avez un mot à dire également sur cette vision un peu prospective de
quelle sera la suite de l'influence française et comment la voix française, VOIE et VOIX, peut-elle se démarquer? Ah. Qui souhaite se lancer avant que je ne désigne un volontaire? Bon, je peux me lancer. Non, en fait, je pense que ce qui reste le plus important, c'est de continuer à présenter en fait une France en progrès sur tous les aspects liés à la culture. Donc, je pense que le plus on arrive à montrer que la France n'est pas seulement du patrimoine figé, que c'est des entreprises de création, que c'est un ensemble de choses. Je pense que ça aidera énormément en termes de voix. L'autre chose aussi, c'est de jouer sur les points forts. Par exemple, je suis toujours surpris lorsque je compare tous les projets sur lesquels et dans les pays dans lesquels on est, c'est que la France a un très très grand savoir-faire en scénographie d'exposition. Vraiment, si je compare avec beaucoup de pays, les scénographes français me paraissent vraiment au-dessus. Bon, clairement, je vois très peu de scénographes français qui vont se confronter à des projets à l'étranger, alors que pour eux, à mon avis, ce serait une voie relativement facile de succès. Donc, voilà, c'est mes deux petits points sur les voix et voix. Merci. Juliette? Je dirais en quelques mots, c'est une France qui doit se montrer dans toute sa diversité, qui assume, en tout cas, et qui revendique qu'elle doit se montrer dans toute sa diversité, ouverte, inclusive, mais aussi qui accepte ses défauts quand elle ne sait pas ou quand elle a envie d'apprendre des autres. Donc, c'est une posture voilà, ouverte sur les autres et sur le fait qu'elle va autant apprendre des autres qu'elle ne peut aussi partager. On retrouve ce que vous disiez de la nécessaire agilité et de l'expérimentation qui est porteuse. Et vous ne venez pas du numérique totalement pour rien. Je reconnais des traces de futur en scène dans vos propos. Je ne sais pas si, Paul, vous souhaitiez ajouter quelque chose ou si on passait à une dernière question. Non, moi je pense que la diplomatie culturelle française continuera d'évoluer et de se renouveler comme elle l'a toujours fait. Je pense qu'elle a quand même cette résilience et cette souplesse qui lui permet de s'adapter et de proposer toujours des horizons nouveaux et désirables. Et je pense que c'est ça l'essentiel. Et je vois pas pourquoi on n'y arriverait pas. Merci. Alors, il y a plusieurs intervenants qui doivent partir et je vois plusieurs personnes du public qui sont parties. Il y a Marie-Christine, pardon, je n'ai pas votre nom de famille qui s'affiche, qui posait une question sur, au fond, comment voyez-vous l'héritage de la politique culturelle depuis les années 70? Je propose qu'il n'y ait qu'un intervenant qui réponde et puis que nous puissions conclure. Donc, la question, c'est comment vous voyez l'héritage d'une politique culturelle mise en œuvre depuis les années 70, d'une politique culturelle française et exportée. Est-ce que c'est un empêchement ou est-ce qu'au contraire, on peut puiser de l'inspiration dans ces directives qu'il y avait dans les années 70-80, depuis 2017, en fait, on parle de partenariat. Et vous avez mis en œuvre absolument cette idée de partenariat que j'ai aussi ressenti dans notre pays, où le leitmotiv de l'ambassadeur, c'est partenariat, partenariat, partenariat. Donc, ça recoupe absolument tout ce que vous dites. Mais moi, j'ai grandi sous Giscard d'Estaing et Mitterrand, et je veux dire, on avait une autre idée de la politique culturelle. Je voudrais savoir dans quelle mesure c'est un empêchement ou au contraire, c'est une source d'enrichissement. Alors, si vous voulez bien une seule réponse, et puis je conclurai. Je peux répondre si vous voulez. Allez-y. Oui, non, ce que je voudrais dire, c'est que la diplomatie culturelle, elle ne tombe pas du ciel, elle est enracinée dans ce que j'appelle un écosystème extrêmement productif et qui a été produit qui a été bâti au fond par plusieurs générations, à commencer par Malraux, mais ensuite les ministres de la Culture successifs. Enfin,
trouve en France avec un appareil et patrimonial et de création qui n'a, je pense, pas son pareil, ou en tout cas pour un pays de la taille de la France, je ne pense pas qu'il y ait aucun autre pays qui soit qui puisse rivaliser avec nous. Nous avons des trésors d'inventivité et de choses qui ont été faites. Je prends l'exemple de la fête de la musique, mais qui s'exporte partout dans le monde. Le festival d'Avignon s'exporte également, et donc, qui est antérieur aux années 70, mais les partenaires extérieurs, ils viennent chercher ces savoir-faire, et je pense qu'on doit continuellement être à l'écoute et aller au-devant de et utiliser au fond ce tremplin formidable qui est ce que nous avons, ce patrimoine et cette création vivace pour précisément déployer notre diplomatie culturelle. Donc voilà, ça ne se fait pas par hasard, c'est enraciné dans cette construction stratifiée, si je puis dire, et extrêmement vivace depuis 50 ans. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on s'arrête là. Je vous propose de conclure par quelques mots. Évidemment, tout ça a été extrêmement riche et je vous en remercie infiniment. Je ne peux pas tout retracer, mais peut-être mettre l'accent sur 3 points que vous avez beaucoup soulignés les uns les autres de façon différente et qui seraient au fond des axes de réflexion pour la suite. Le premier que vous avez beaucoup souligné, c'est la tension, mais également le lien essentiel entre, ça s'est exprimé de différentes façons, le privé, le public, le terrain et le diplôme, la puissance publique et l'agilité, même si je fais partie de ceux qui souhaitent et qui œuvrent autant que possible pour que la puissance publique soit pleine d'agilité, mais on voit bien qu'il y a à la fois une tension et un lien absolument essentiel entre les deux, et que la nécessité de faire grandir les deux ensemble est une des clés de succès. Le deuxième point que vous avez beaucoup souligné, je crois, c'est, là aussi ça s'est exprimé de différentes façons, mais la question du partage et du dialogue. Vous avez parlé, Anne, de partage d'émotions. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser au livre pas toujours assez connu de Martha Nussbaum, justement sur ces questions de formation du citoyen à travers les émotions démocratiques. Le lien que vous avez tous réussi à faire à un moment ou à un autre sur cette question de partage et de dialogue, c'est à la fois la question de la coproduction, au fond, et de comment on peut créer ensemble, mais c'est beaucoup peut-être avec une particularité française, la question de la formation que vous avez tous soulignée, non pas juste celle de l'apprentissage de la langue, mais bien de la formation à ces différents métiers. Et au fond, je pose une question, mais pour l'avenir, on voit bien qu'il y a 2 modèles qui coexistent. Le modèle de faire payer les pays dans lesquels on va et on s'implante pour l'expertise, et le modèle presque de payer non pas sa place, mais de payer à travers des subventions publiques comme d'autres modèles que vous avez pu exprimer. On pourrait s'interroger sur la question de l'existence de ces 2 modèles et de comment les faire grandir chacun et de comment les faire cohabiter. Et puis, un dernier point que vous avez tous beaucoup souligné de différentes façons, c'est quelle est la voix que peut faire entendre la France. Donc là, je parle bien de la voie VOIX. On voit bien que la Chine fait pâlir en termes économiques un certain nombre d'entreprises. On voit bien que l'anglais devient la langue qui s'internationalise de plus en plus. Au fond, la France a tout de même une voix à tirer, enfin son épingle du jeu à tirer. Et à chaque fois, vous avez souligné finalement ce qui était la modernité peut-être de la France, et une modernité qu'elle se restreint peut-être trop d'avoir sur l'implication dans des sujets de société, sur son agilité justement, sur sa capacité à développer des technologies, des concepts, de la créativité, et qu'elle n'affirme pas toujours suffisamment. Et au fond, je conclurai en disant que j'ai beaucoup entendu dans ce que vous avez dit la nécessité peut-être de renouveler la politique culturelle française avant même de
s'interroger sur l'influence. Et c'est avec le renouvellement de cette politique culturelle française qu'on pourra peut-être déployer plus largement l'influence française à l'étranger. Anne, je vous laisse le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup de nous avoir invités, de m'avoir permis d'animer cette table ronde. Alors, merci beaucoup Céline, merci aussi à tous nos intervenants, merci d'avoir si brillamment animé cette session de façon extrêmement dynamique et interactive et c'était vraiment formidable. Je vais laisser le mot de la fin à Christian Koenig, notre secrétaire général qui a toujours et qui est très épris de culture, je le sais. Christian, à toi la parole. Et merci encore à tous. Je ne vais pas ajouter une conclusion à la conclusion parce que Céline l'a fait déjà de manière tout à fait remarquable. Je voudrais d'abord faire quelque chose avant d'oublier, surtout avant de nous quitter, c'est remercier Franck Barthélémy que vous voyez à l'écran parce qu'il a œuvré beaucoup au montage de cette session. Donc merci Franck et bravo pour ce que tu as fait. Je crois qu'on a abordé un sujet qui était absolument majeur. Alors, on est tous convaincus de ça. C'est pour ça qu'on vous a écouté ce soir. C'est vrai, mais je ne veux pas refaire ce qui a déjà été dit sur la longue histoire de la pratique française de la culture à l'international. Ce que je trouve intéressant, c'est que non seulement on a vu, je pense que Paul Alezra l'a souligné tout à l'heure, il y a des points forts qui sont à la fois dans la forme, il y a des choses qu'on sait faire en matière de scénographie, d'invention d'événements, le Festival d'Avignon. Moi, j'étais stupéfait de voir la folle journée à Tokyo, par exemple. C'est un autre exemple absolument étonnant de l'exportation d'un concept, donc d'une forme. Il y a aussi des formes qui sont adaptées à des publics qui sont complètement différents. Je pense qu'on a réinventé beaucoup de choses, mais on ne va pas proposer. On l'a vu d'ailleurs avec l'exemple de Shanghai, la même chose aux Chinois que ce qu'on peut proposer aux Américains. Les choses se réinventent. Il faut arriver à trouver sans doute quelques points forts pour l'avenir. Il y a une génération, l'influence intellectuelle aux États-Unis passait beaucoup par Michel Foucault et Jacques Derrida. C'était les grands penseurs français identifiés. Je ne sais pas s'il y en a d'autres aujourd'hui. Je pense que Piketty sans doute fait partie de ces figures-là. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, je pense qu'il est intéressant de s'interroger sur quelles sont les figures de proue pour certains pays qui me semblent utiles. Et vous avez mis en fait, encore une fois, l'accent sur à la fois ce qui a fait la politique et ce qui l'a fait changer aujourd'hui dans non seulement les formes qu'ont prises l'action culturelle française et internationale. Pierre a beaucoup insisté sur la réinvention des outils et s'adapter à un public qui, dans certaines parties du monde, ne va pas attendre la culture de la même façon que de ses parents, on va dire. De tout ça, il nous reste à tirer quelques fils pour produire quelques idées, quelques propositions que nous rassemblerons dans un livre blanc avec un certain nombre de propositions que nous préparons pour la fin de l'année 2021. Donc, je voudrais, au nom du Club France Initiative, vous remercier de nous avoir mis sur la voie de pistes tout à fait intéressantes de réflexion. Merci infiniment. Merci à chacun. Je vous laisse tous vous déconnecter peu à peu. Et rendez-vous à la rentrée de septembre maintenant pour le prochain webinaire qui sera organisé par le Club France Initiative sur d'autres thématiques, toujours sur l'influence de la France dans le monde. Merci à tous. Et merci Céline pour cette belle animation. Et heureux d'avoir revu Pierre que Anne et moi avons connu à Singapour. Merci à tous. Bonsoir. Bonne soirée.